Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence à cette table ronde sur l'égalité professionnelle. Donc, nous sommes très heureux, Arnaud Chazal et moi-même, Romain Poignant, de pouvoir animer cette table ronde autour de 3 intervenants que je remercie également. Madame Armelle Drexler, directrice des affaires médicales du CHU de Strasbourg, docteur Marie-France Oliéric, également présidente de la CME du CHR de Metz et présidente de l'association Donner des ailes pour la santé, et également Samuel Rouget, directeur des ressources humaines du CHU de Tours. Pour cette thématique égalité professionnelle relativement large, nous souhaitions vous proposer dans un premier temps un petit état des lieux sur l'égalité professionnelle au sein de la fonction publique hospitalière, au sein d'un établissement public de santé. Et en première intention, je me tourne vers Marie-France Oliéric, docteur, puisque je crois que vous avez récemment, en tout cas, publié et étudié à travers un baromètre des indicateurs assez intéressants qui nous permettent de mesurer un peu plus ce que recouvre l'égalité professionnelle entre recrutement, progression dans la carrière, accession à certains postes, etc. Docteur Oliéric. Merci, bonsoir à tous. Comme l'a dit Romain, je suis présidente de l'association Donner des ailes à la santé. Chaque année, avec Ipsos, on fait un baromètre qui est basé sur l'interrogatoire de 500 femmes et hommes médecins dans les hôpitaux sur des questionnaires faciles qui prennent pas beaucoup de temps et qui nous permettent finalement d'avoir un état des lieux de ce qui se passe dans nos hôpitaux. Et les chiffres sont assez à la fois perturbants et je pense qu'on a besoin de chiffres perturbants pour pouvoir avancer. Alors quelques chiffres clés. Il y a environ 8 femmes sur 10 qui se sont senties discriminées du fait de leur sexe dans leur parcours, depuis leurs études jusqu'à aujourd'hui. Et sur ces 82%, il y en a 1 sur 2 qui dit l'avoir été beaucoup. Une femme sur 6 dit qu'elle n'a pas pu obtenir le poste pour lequel elle postulait du fait de son sexe. Et les raisons évoquées sont dans presque 40% des cas liées aux contraintes familiales et dans 30% des cas, le fait qu'elle soit jeune et, entre guillemets, le fait qu'elle risque de tomber enceinte. Ensuite, ce qui est encore beaucoup affiché dans les hôpitaux, c'est que on a l'impression, notamment sur les carrières de médecins, qu'il manque une certaine transparence dans l'évolution de carrière. Et il y a 1 femme sur 2 qui se plaint de ne pas savoir pourquoi finalement les gens obtiennent des postes à responsabilité. Le manque de transparence est vraiment flagrant. Donc ça, dans notre association, c'est vrai que lutter pour l'égalité homme-femme dans les hôpitaux, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ensuite, et on en parle partout, alors pourquoi on n'en parlerait pas à l'hôpital, c'est les violences sexistes et sexuelles. Et là, ça fait peur parce que 78% des femmes médecins disent avoir déjà subi des violences sexuelles et sexistes et 30% notamment des gestes et des agressions sexuelles. Sur ces j'allais dire patientes, mais finalement ça devient des patientes, il y en a 1/3 seulement qui osent le dire. Et pourquoi elles osent pas le dire ? Soit parce que finalement elles ont l'impression que c'est banal et que c'est presque normal, soit parce qu'elles ont l'impression que de toute façon il se passera rien. Et en face, il y a 70% des hommes qui disent avoir été témoins de violences sexistes et sexuelles envers leurs consoeurs et qui vont rien faire non plus. Pour une grande majorité des cas parce qu'ils se disent qu'il ne se passera rien derrière. Donc ces chiffres-là, ils permettent d'établir un baromètre, ils permettent de faire l'état des lieux et ensuite, notre travail à nous tous ensemble, c'est de faire bouger les lignes et de faire en sorte qu'il y ait une tolérance zéro à l'hôpital. Merci docteur. Effectivement, déjà ça permet de dresser un petit peu un constat, un premier état des lieux. État des lieux poursuivi aussi, et c'est l'intérêt un petit peu de cette table ronde, que ce soit au niveau plutôt des affaires médicales. Je donne la parole à Madame Drexler. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Dans la perspective de cette table ronde, on a pu échanger entre CHU et directeur des affaires médicales de CHU pour apporter différents éclairages, notamment sur l'égalité salariale. Depuis maintenant plusieurs années, on publie chaque été les 10 plus hautes rémunérations de l'établissement. Alors, du coup, pour les professionnels médicaux en CHU, il y a un petit biais parce que c'est que la part hospitalière, donc mécaniquement, les hôpitaux universitaires n'en font pas partie.
c'est hors activité libérale. Donc en gros, ça veut dire qu'on regarde les praticiens hospitaliers de services à garde et des services qui ont du temps de travail additionnel. Sur les 10 plus hautes rémunérations entre les CHU, on est entre 8 et 10 praticiens concernés par les 10 plus hautes rémunérations. Et sur un panel de 19 CHU répondants, eh bien, la médiane, c'est 20% de femmes parmi ces professionnels médicaux qui font partie du classement, alors même que les praticiens hospitaliers, ça représente 59% du corps. De la même façon, si on regarde les temps partiels des professionnels médicaux, ça existe. On a 79% des temps partiels des praticiens hospitaliers qui sont occupés par des femmes, toujours sur notre panel, proportion qui passe à 88% pour les temps partiels de droit. Mais on a un CHU où il y a plus d'hommes que de femmes qui sont avec du temps partiel. Autre élément pour nous qui est important, c'est naturellement l'accessibilité à la carrière hospitalo-universitaire. Alors si on regarde le document du Centre national de gestion concernant les personnels hospitalo-universitaires, on a donc l'information comme quoi on a une prépondérance masculine chez les PUPH. Alors c'est intéressant parce que le CNG n'ose même pas indiquer la proportion de femmes. Il faut faire la soustraction pour savoir que donc on a 23,5% de femmes. Quasi-parité chez les MCUPH à 49%. Et si on regarde par contre le flux des nominations de septembre 2022, donc la dernière promotion, sur un panel de 21 CHU répondants, on a 33% de femmes parmi les PUPH nommés en septembre 2022, donc un peu plus. Et on a même 2 CHU avec 100% de femmes parmi les PUPH nommés en septembre 2022. Pour les MCUPH, on est sur une proportion de 37%. Et pour l'accès aux responsabilités managériales, on avait mené une enquête l'an passé et on avait 30 CHR-CHU répondants sur 32. On a 1/5 des chefs de pôle qui sont des femmes, proportionnellement plus de femmes parmi les chefs de pôle sur des statuts mono-appartenants que sur des statuts bi-appartenants. Et pour les chefs de service, la proportion est à 27,4%. Et parmi les chefs de service qui sont mono-appartenants, donc praticiens hospitaliers, on a 41% de femmes, alors que parmi les chefs de service qui sont PU ou MCUPH, on a seulement 19% de femmes. Merci Madame Drexler. Donc un état des lieux un peu plus précis au niveau des affaires médicales. Qu'en est-il au niveau des ressources humaines du personnel paramédical, comme on appelle dans nos établissements? Alors pour le personnel non médical, je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas c'est pas mieux, c'est sûr. On pourrait se dire qu'avec le statut de la fonction publique, on serait garanti de ne pas avoir d'inégalité entre les hommes et les femmes, puisque on a un système d'échelons, d'avancement, et que du coup, en comparant les salaires à fonction égale ou à grade égal, on devrait se retrouver sur quelque chose qui est de l'ordre d'une infime statistique du coup différence. Or, ça n'est pas le cas. On le voit tous les ans dans les bilans sociaux qu'on fait au niveau des CHU, puisqu'on a la chance de se comparer tous les ans avec une base qui n'a pas évolué depuis très longtemps. On verra ce qu'il en sera avec le rapport social unique, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit tous les ans. Et donc, quelle que soit la catégorie, A, B, C, vous connaissez, on a des inégalités qui vont de 5 à 9%, quelle que soit la catégorie. Donc ça, c'est une égalité de salaire. Autre chose qu'on retrouve par rapport à ce que disait Armelle Drexler à l'instant sur les temps partiels, 95% des temps partiels au CHU de Tours sont des temps partiels de femmes. Sur le personnel non médical. Alors évidemment, les femmes représentent une grande proportion des effectifs, mais c'est 80%. Or, 95%, du coup, on voit qu'il y a une surreprésentation des femmes pour les temps partiels, qui peuvent être choisis, mais qui parfois sont imposés. On en reparlera. Et puis, troisièmement, et c'est lié probablement aux 2 points précédents, l'accès aux postes à responsabilité. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît dans les établissements de santé. Les métiers infirmiers sont à 80% féminins. Quand on regarde les cadres, déjà, on se retrouve plutôt autour de 60-40. Et quand on arrive du côté des directeurs des soins, alors j'ai pas les derniers chiffres du CNG, mais on est sur une quasi-parité, ce qui montre bien que plus on monte dans la chaîne hiérarchique soignante, plus finalement elle est masculine. Et où on retrouve des choses qui viennent d'être évoquées pour les chefferies de service, les chefferies de pôle et le statut hospitalo-U. Alors 2 commentaires là-dessus et ensuite évidemment on abordera la question de comment on essaie de traiter ça, parce qu'évidemment c'est pas normal.
mais ça pose deux types de questions, me semble-t-il, pour les directeurs des affaires médicaux et surtout, en tout cas, pour les DRH qui, au moment de l'embauche, décident quand même d'une large mesure du salaire qui va être arrêté. Ça pose la question de comment les recruteurs choisissent pour les postes à responsabilité d'une part et d'autre part pour les candidats. Comment ils voient la marge de négociation des candidats et comment réciproquement les candidats eux-mêmes se positionnent sur ces postes-là. Est-ce qu'il y a une façon différente de se positionner en tant que femme ou en tant qu'homme sur des postes à responsabilité? Est-ce qu'il y a une façon différente de négocier son salaire en tant qu'homme ou en tant que femme? Et c'est une question institutionnelle qu'il faut se poser. Parce que derrière, il y a la responsabilité du recruteur dans la vision qu'il a de la capacité à occuper des emplois et dans la façon qu'il a d'organiser la fixation des salaires, tout simplement. Merci Samuel. Et donc effectivement, comme tu viens de rappeler, malgré le statut dont on pourrait penser qu'il nous protège effectivement de l'inégalité entre les hommes et les femmes, donc effectivement, comme l'a rappelé Armelle Drexler et puis le docteur Marie-France Yolérik, donc on constate que les chiffres, le constat est posé, en tout cas dans les chiffres on ne retrouve pas cette égalité professionnelle, et donc c'est un constat qu'on porte au national et dans chaque établissement de santé. Et du coup finalement, quels sont les leviers qu'on aurait au niveau de chaque établissement dans nos hôpitaux pour favoriser cette égalité professionnelle dans nos établissements? Donc peut-être docteur Yolérik, si vous voulez prendre. Le premier levier, je pense que c'est la prise de conscience et le fait qu'on soit là, que finalement il y a une table ronde sur l'égalité. Il y a eu pas mal de signatures dans la journée, il y a pas mal de prises de parole. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à l'hôpital de nos tutelles. Donc je dirais que c'est la première étape. Ensuite, il faut travailler à ce que ça n'arrive plus. Alors, sur l'égalité au niveau homme-femme, je pense qu'il y a un accompagnement des établissements qui est en cours. Bien sûr, il y a les décrets, les plans égalité, les référents égalité, mais je pense que c'est au-delà. Après, pour les femmes, il faut lutter contre le plafond de verre. Dans le baromètre, on dit que presque 40% de femmes ne souhaitent même pas accéder à un poste de responsabilité. Alors, le pourquoi, c'est parce qu'elles imaginent qu'elles ne sont pas capables, c'est parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'en fait, elles ont peur que l'association vie familiale, vie professionnelle soit un problème. L'association, elle accompagne des établissements à la mise en place de plans égalité, à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Après, il y a une vraie prise de conscience de nos tutelles et je pense qu'il faut quand même le souligner. Je pense que les choses, elles doivent bouger d'au-dessus, mais de l'intérieur, et que c'est nous qui pouvons faire bouger les lignes avant toute chose. Alors, sur les professionnels médicaux, effectivement, dans la plupart des CHU, majoritairement le plan égalité professionnelle a été adopté. Alors, généralement, c'est des plans d'ailleurs qui concernent l'ensemble des professionnels, médicaux, non médicaux. Et ceux qui n'en ont pas encore, de toute façon, l'adopteront ou ont prévu de l'adopter d'ici la fin de l'année de 2023. Ce qui ressort comme mesure institutionnelle concernant les professionnels médicaux, c'est notamment une des actions concernant l'accessibilité aux carrières hospitalo-universitaires, parce que c'est là qu'on a un sérieux biais, avec des travaux notamment pour rendre un peu plus paritaires les commissions des effectifs ou les commissions mixtes hospitalo-universitaires qui font justement les choix des futurs nommés à titre permanent. Il y a également des programmes de mentorat qui se développent. Alors pour susciter des vocations et aller au-delà de la crainte d'une mauvaise articulation vie pro, vie perso, et puis également pour donner peut-être d'autres modèles que le modèle de l'hospitalo-universitaire qui est un surhomme qui fait du soin, de l'enseignement, de la recherche et qui en plus fait du management et qui fait tout ça naturellement parfaitement et qui n'est tout le temps à l'hôpital. Je pense qu'on est aussi en train de dépasser ce modèle-là, et dans ce contexte-là, les perspectives qui sont discutées au niveau national, notamment de contractualisation ou de projets hospitalo-universitaires d'équipes, où du coup ces équipes hospitalo-universitaires vont définir qui va faire un peu plus de recherche, l'enseignement, du management qui peut également tout à fait être accessible à des praticiens hospitaliers et pas non plus à des hospitaliers universitaires. C'est parce qu'on est hospitalier universitaire qu'on a un bon manager et qu'on a envie d'être manager surtout. C'est aussi des choses qui vont permettre de pouvoir avancer sur ces sujets-là.
Alors, au CHU de Tours, on a respecté la loi, comme toujours. Et donc, depuis 2019, la loi de la transformation publique et puis les décrets de 2020, on doit avoir un plan d'égalité femmes-hommes. Et donc, voilà, pour redire ce qui a été dit, nous, on a choisi 4 axes. Le premier axé sur les salaires, qu'on a évoqué en introduction, parce que c'est un sujet. Alors, je vais donner 2-3 boîtes à outils qu'on a utilisées. Deuxièmement, essayer de garantir, et là ça reboucle sur des dispositifs que tout le monde connaît, que je ne vais pas détailler, et puis qui ont été évoqués, y compris pour les médecins, ce que je ne connaissais pas forcément, mais donc l'égal accès au poste à responsabilité, l'équilibre vie pro, vie personnelle, et puis le traitement des signalements en matière de violences sexuelles et sexistes. Alors pour le premier point sur les salaires, puisqu'on avait abordé cette question en introduction, c'est vrai que le fait, ce qu'on avait à Tours en 2018 et qu'on a revu dans le cadre aussi de cette perspective-là, d'avoir un protocole d'accord sur les grilles des contractuels, est à mon avis un outil extrêmement utile pour les DRH. Parce que sinon, à chaque recrutement, et le CHU de Tours, c'est 1000 recrutements par an. Sur les 1000 recrutements, il y en a 975 en contrat. Donc ça fait 975 négociations de salaire si on n'est pas encadré les choses. Et le fait d'avoir une grille et de savoir qu'à tel niveau de responsabilité, avec telle expérience, on paye à temps, et que ça n'est pas négociable puisque ça a été dealé avant avec les organisations syndicales, c'est à mon avis un facteur essentiel pour les recruteurs comme pour les gens qui viennent de s'assurer qu'on est sur un traitement égalitaire. Et puis donc sur l'égal accès au poste à responsabilité, pour les cadres de santé notamment, ce sont les dispositifs de tutorat qui recoupent ce que Armelle a évoqué en termes de mentorat. Et puis plus globalement le fait d'impulser l'idée pour les recruteurs que d'une part ils doivent être formés sur cette question-là, on y reviendra. Et deuxièmement, que leur travail est aussi de détecter des gens qui, sans forcément être volontaires pour le faire, ont des qualités managériales et qu'il va falloir non seulement essayer de les pousser, enfin les identifier, les pousser et les accompagner. Sur l'équilibre vie pro, vie perso, bon là je ne vais pas détailler tous les dispositifs qui existent, mais bon, notamment les crèches hospitalières bien connues qui sont quand même une aide précieuse pour tous les gens qui souhaitent à la maison, et je pense que c'est lié, essayer de partager malgré leur responsabilité hospitalière l'éducation et le suivi des enfants. Et puis, on en parlera certainement, mais le fait d'avoir un dispositif de signalement des violences sexuelles et sexistes, ce qui aujourd'hui devrait est une obligation, devrait être fait partout. Maintenant, il y a le dispositif et il y a la capacité qu'on a à le suivre. Et je pense que sur tous ces sujets-là, c'est très bien d'en parler. C'est la clé. C'est mieux d'être formé. Puis derrière, il faut être crédible quand il y a un signalement. Et force est de constater quand même, notamment dans un CHU, que ça n'est pas toujours simple de traiter un signalement, notamment quand il s'agit de la communauté médicale. Donc merci pour ces premières pistes effectivement que vous avez explorées. Donc on voit que l'égalité professionnelle finalement elle concerne tant le recrutement que le déroulement de la carrière, la conciliation vie privée et vie professionnelle, l'accessibilité à certains postes et notamment ceux à responsabilité et comme tu viens d'évoquer Samuel, la protection contre certains types de violences et notamment ceux à caractère sexiste ou sexuel. Finalement, comment on peut continuer à pousser ces actions-là qui sont en plus encadrées par la loi et qui doivent normalement être obligatoires et inscrites dans les projets d'établissement ou dans les plans de chaque établissement. Comment, entre guillemets, rendre la fonction publique et a fortiori la fonction publique hospitalière, entre guillemets, exemplaire en matière d'égalité professionnelle. Alors, on a signé tout à l'heure avec le CNG, qui est quand même notre tutelle au directeur et au personnel médical, une charte. Je pense qu'ils sont très motivés pour mettre en place plus d'égalité au niveau des postes à responsabilité pour une tolérance zéro sur les violences sexistes et sexuelles. Et après, je voulais donner juste 2 exemples très concrets de ce qu'on a fait au CHR Metz-Thionville. Alors, on a mis en place une cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On a pensé qu'il nous faudrait quelques mois pour la mettre en place. Finalement, il a fallu un petit peu plus de temps parce qu'on a formé les professionnels. On a une sociologue qui nous a dit attention, vigilance très importante, parce que si vous avez une cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, si vous écoutez la personne et que vous la gérez pas bien, ça sera double peine parce que vous la perdez et elle n'ira pas se plaindre à quelqu'un d'autre. Donc attention, il faut que les gens soient formés. L'étape d'après, à mon avis, c'est de former bien plus que la cellule de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et c'est de former tout le monde. Et ensuite, c'est la sensibilisation. Alors on avait fait une journée de sensibilisation aussi bien à l'égalité et aux violences sexistes et sexuelles. Et récemment, je me suis dit, finalement, on cible toujours la même population, les gens motivés, comme ceux qui sont là, finalement. Et ceux qu'on doit cibler, c'est ceux qui ne sont pas là. Et alors, j'ai tenté quelque chose lundi soir en CME, c'est de faire venir des acteurs, une troupe de théâtre,
parisienne. Ils arrivent, il y a un sociologue et un juriste. Finalement, ça part un peu en vrille. Ils disent pas qu'ils sont acteurs. Et rapidement, vous voyez un petit peu comment la salle réagit. Et alors, c'est drôle, c'est caricatural, mais le chir cardiaque dit « Bon, madame, taisez-vous, laissez-le donc parler. Et puis, une fois qu'il aura fini, si vous devez compléter, vous complétez. » C'était un cliché, c'était le chirurgien cardiaque qui est charmant par ailleurs, mais c'est quand même lui qui a fait cette remarque. Ensuite, il y a le chirurgien digestif qui a dit « Moi, je comprends pas, on n'a pas de problème de discrimination à l'hôpital. » Et à un moment, je me suis même dit « Le pneumo va sortir parce qu'il a dit « On n'est pas là pour entendre ça. » Et là, la troupe de théâtre dit on vous dit juste, on est des acteurs quand même, en fait. Et là, c'est redescendu un petit peu. Et pourtant, je vous assure que j'ai une communauté médicale qui est sympa. Et ça n'empêche que ça a quand même failli mal se passer. Et je crois que c'est quand même ça le secret, c'est de faire un peu bouger les lignes chez les gens qui s'en rendent pas compte. Et si vous êtes là, c'est super, mais quelque part, notre action, il faut qu'elle soit par petits pas, et c'est sensibiliser de façon originale. Donc c'est une idée comme une autre. Je pense qu'elle est un peu perturbée, ma CME, là, à 48 heures, mais je crois que c'est bien. En fait, je suis assez contente. Et donc, à Tours, on a lancé ce qui vient d'être évoqué sur la question de la formation, parce que effectivement, on a considéré avec l'équipe de direction, avec la commission médicale d'établissement, que le sujet de fond, c'était que les gens soient formés pour savoir de quoi on parle. Au-delà du dispositif qui existait, qui est connu, pour lequel des gens ont été formés spécifiquement dedans, mais il faut que toute la communauté s'en empare. Donc concrètement, le CODIR a été formé d'abord, puis on a proposé la formation à l'ensemble des cadres de santé, des cadres techniques, administratifs, médicothèques, etc. Et ainsi qu'à tous les responsables d'UF et chefs de service. Alors on en est au stade où on n'avait pas rendu cette formation obligatoire. L'étape d'après étant qu'elle doit être proposée à tout le monde dans l'établissement, sur un format qui sera forcément plus souple parce qu'on est 10 000. Alors on a fait l'erreur, je pense, de compter sur le volontariat et sur le fait que c'était un sujet qui nous paraissait intéresser tout le monde naturellement. Et bon, même les cadres, on n'a que 50% des cadres qui sont formés. Donc là, clairement, je pense qu'on va la rendre obligatoire. Enfin, ça a été décidé il y a 2 semaines pour s'assurer que tout le monde soit formé. Donc l'étape d'après, effectivement, sera de former l'ensemble de l'établissement sur cette question. D'une part, pour avoir une boîte à outils sur ce qui est réglementaire, légal, ou pas, parce que c'est souvent les gens ont un avis personnel sur la question, alors que la plupart du temps c'est la loi d'abord, le juge de paix. Et puis d'autre part pour essayer de mettre en musique un certain nombre de concepts managériaux un peu élémentaires, mais qui à mon sens d'ailleurs peuvent servir bien au-delà de la question des violences sexuelles et sexistes, et notamment de la bonne distance entre professionnels et de la considération qu'on doit avoir pour les gens qui sont soumis au pouvoir, de manière générale. Donc on a fait appel à un cabinet qui est spécialisé dans le domaine, qui ne connaissait pas le monde médical, ce qui a été tout un sujet. On a essayé de travailler les cas pratiques avec eux pour que ça parle aux professionnels. Alors évidemment en les anonymisant pour pas que les gens se reconnaissent dans les cas qu'on évoquait, mais quand même. Et puis il se trouve que là, après le bilan, donc on a formé à peu près 500 personnes. Le retour qui m'est fait, c'est que c'est très intéressant, que les gens découvrent beaucoup de choses. Alors quand on entend ce qu'ils découvrent, on se dit qu'on part quand même de loin, ce qui montre l'intérêt de la formation. Et puis d'autre part que c'est pas assez long, puisqu'on avait fait sur 3 heures, et c'est vrai que c'est un peu au pas de course. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Il y a plein de cabinets qui sont spécialisés dans le domaine, mais nous, celui avec lequel on a travaillé était très bien, et je pense surtout que la clé, c'est de travailler en amont avec eux pour que les acteurs s'y reconnaissent. Alors, je ne vais pas répéter les éléments, mais effectivement, en synthèse, sensibilisation qui est essentielle, formation fortement utile, effectivement, au regard des réflexions qu'on peut avoir, et avant tout également un engagement des acteurs institutionnels, que ce soit via une charte ou via un investissement particulier. On fait aussi bouger les lignes en local lorsqu'on a des acteurs institutionnels qui s'engagent sur cette thématique. Et puis pour l'accessibilité aux carrières HU et également aux responsabilités managériales, c'est aussi un travail commun qu'il faut qu'on engage d'un point de vue institutionnel sur donner envie, d'avoir envie de partir sur une carrière HU, sur des responsabilités managériales, sur des responsabilités institutionnelles. Donc aussi mieux faire connaître le contenu et ce qu'on peut faire sur telle ou telle fonction ou dans tel ou tel mandat institutionnel. C'est aussi notre responsabilité pour faire bouger les lignes. Merci pour l'ensemble des interventions. Donc, on souhaitait aussi se réserver un temps dans le cadre de cette table ronde pour échanger avec vous et éventuellement répondre
à certaines interrogations ou questions que vous pouviez avoir sur cette thématique égalité professionnelle, ô combien d'actualité, avec beaucoup de pistes qui ont été évoquées. Donc on est à votre disposition s'il y a des questions. Personne? Pas de questions? Bon. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre attention. Merci à nos intervenants. Merci beaucoup.